La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Journée nationale de reconnaissance à Dieu, 7e édition dans tout le Togo ce dimanche. À Lomé, le chef de l'État, en communion avec son peuple, ont crié « Qui est comme toi, ô Éternel ?» Nous en parlerons dans le courant de cette édition, en début donc d'édition même. Le pasteur sud-coréen Ok So-Park de l'International Youth Fellowship a signé un accord avec le gouvernement togolais pour dérouler un programme de changement de mentalité au sein de la jeunesse togolaise. Tout repose sur l'union de soi avec l'Esprit de Dieu. Et puis vient de paraître aux éditions Graines de Pensée, Histoire des institutions politiques et du droit constitutionnel au Togo, historique, fonctionnement et transmission de pouvoir du temps précolonial à nos jours, l'ouvrage du docteur Paluki Massina et Wensayagla de Vénérée Mémoire a été dédicacé vendredi à Lomé. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le peuple togolais a encore une fois dit merci à Dieu, le Tout-Puissant, ce dimanche pour tous ses bienfaits et aussi pour sa fidélité appelée à durer à jamais. Qui est comme toi, ô Éternel? C'est autour de cette exaltation que le corps du Christ au Togo s'est retrouvé dans les chefs-lieux des régions et à Lomé. À Lomé précisément, c'est le stade municipal qui a accueilli ce 7e rassemblement de reconnaissance à Dieu avec à sa tête le chef de l'État. Voyons d'abord l'arrivée de Fornasingwe au terrain municipal de Lomé pour cette JNRD. Je voudrais solliciter votre indulgence. Adoration, louange et prédication, nous vous proposerons peut-être de vivre un peu l'ambiance au stade municipal de Lomé. Depuis cet après-midi, le sujet complet vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Come on.
C'était donc l'ambiance cet après-midi au stade municipal de Lomé, une ambiance qui s'est poursuivie jusqu'en cette soirée. 1000 jeunes et femmes entrepreneurs sont depuis le 9 décembre dernier en formation pour 2 semaines au camp du futur à Adeta. Nous sommes dans la préfecture de Kpélé. Ce sont donc ces personnes que l'opération Téléfoot 2019 veut transformer en vrais entrepreneurs agricoles sur une chaîne qui partira de la création à la transformation. Le ministre Koutera Bataka de l'Agriculture, porteur du projet inscrit dans l'axe 2 du PND, a visité samedi cette pépinière. Reportage Ramdan Bassina. L'agriculture de demain, c'est celle qui non seulement nourrit son homme, mais aussi fait de lui un vrai entrepreneur. Telle est la vision du gouvernement togolais. Pour y parvenir, la formation des agriculteurs est une priorité. À travers Téléfoot, l'État envisage former 1000 jeunes et femmes. Et la préfecture de Kpélé constitue la phase pilote pour la création d'entreprises. Le ministère de l'Agriculture bénéficie de l'appui technique de plusieurs partenaires, dont le Centre d'excellence et de recherche en création ouverte CERCO. Nous avons été invités pour accompagner le processus de transformation donc, de l'agriculture ici au Togo. Donc, nous aurons l'occasion, durant ces 2 semaines, d'accompagner les producteurs, aussi bien sur la production, les outils, la transformation, la commercialisation, de manière à ce qu'ils puissent non seulement faire de leur petite unité aujourd'hui de véritables industries, de véritables coopératives qui impactent la communauté. Nous avons aussi comme ambition de les aider à déployer vraiment leur vision en termes clairs, de manière à rassurer les investisseurs avec un business plan, avec un prototype, parce qu'à la fin, il y a une foire où les produits industriels qu'ils auront mis en place en fait seraient montrés au public. 72 groupements et coopératives sont concernés par la phase pilote et le choix de Kpélé n'est pas anodin selon le ministre de l'Agriculture. L'axe 2 qui parle des pôles de transformation agricole, des industries manufacturières et minières, a essentiellement focalisé les priorités sur l'agriculture, les produits agricoles, leur transformation pour générer des valeurs ajoutées et des emplois. Kpélé a été choisi pour 3 raisons. La première raison, c'est que nous sommes dans une plaine qui a un potentiel agricole énorme et en même temps est à proximité d'un certain nombre de zones déficitaires en produits alimentaires. La deuxième raison, c'est d'amener le potentiel de Kpélé à être valorisé pour produire de l'alimentation, pour compenser le besoin. La troisième raison, c'est de partir d'un bassin du territoire pour faire un modèle et on a choisi tout naturellement Kpélé. Au sortir des 10 jours de formation, les bénéficiaires seront à même de transformer leur façon de produire et de commercialiser. Le but ultime étant d'agir pour l'avenir et créer des entreprises agricoles pour une sécurité et une autosuffisance alimentaire au Togo. Et le ministre de l'Environnement, pour sa part, Environnement, Développement durable et Protection de la Nature, va à la rencontre des opérateurs de la filière bois. Il a donc entrepris une tournée à travers les chefs-lieux des régions de tout le Togo pour informer ces opérateurs sur les mesures prises par le gouvernement et aussi les conventions internationales dont le Togo est partie prenante pour protéger les ressources forestières. L'étape de la Kara avec Nestor Mouzoum. Dans le souci de protéger l'environnement, le Togo a adopté plusieurs mesures. En plus de celles-ci, le Togo a signé des conventions internationales. Ces dispositions et conventions sont au cœur de la tournée que le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature effectue. Les acteurs que le ministre rencontre sont les opérateurs de la filière bois. Le ministre échange avec eux pour que tous aient le même niveau de compréhension de tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de protection de l'environnement. Le Togo a pris des engagements sur le plan international. Nous en voulons pour preuve que l'initiative AFR 100, qui exige que le Togo puisse restaurer d'ici 2030 1 400 000 hectares de terre.
Le Togo est partie prenante aussi de la convention CITES. La convention CITES, c'est la convention de Washington qui protège les espèces de flore et de faune menacées d'extinction. Nous savons que le 14 juillet 2016, le gouvernement togolais a pris un moratoire interdisant pendant 10 ans la coupe du bois vène, ou ce que nous appelons communément le madrier ou le fotec. Les gens se posent des questions, pourquoi ce choix? C'est parce que nous sommes liés à la convention CITES que nous devons faire énormément attention à tout ce que nous faisons. Et il est de notre devoir de communiquer sur ces questions pour que les acteurs de la filière bois puissent avoir le même niveau d'information que nous et comprendre pourquoi le gouvernement togolais prend des actes allant dans le sens d'interdire la coupe du bois naturel. L'enjeu est de taille dans la mesure où le lien entre déforestation et changement climatique est évident. L'inventaire forestier national auquel a procédé récemment le Togo a laissé apparaître que 234 000 hectares de terre sont dégradés, et ceci à cause de la coupe anarchique des arbres. Selon cet inventaire, la couverture forestière du Togo est de 24,4%. Il est prévu de porter cette couverture à 30% d'ici à 2030. Pour le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature, en 2020, il va être question d'un reboisement intensif à l'échelle des 39 préfectures du pays. Le 10 décembre dernier, c'était le 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, journée consacrée à la célébration des droits de l'homme universellement. La Commission nationale des droits de l'homme au Togo a choisi de célébrer l'événement avec les élèves professeurs de l'école normale supérieure d'Atakmami, le thème de l'année tournant autour de l'engagement des jeunes à défendre les droits humains. On en parle avec Sylvain Aboudou. La célébration cette année de la Journée internationale des droits de l'homme cible les jeunes pour célébrer leur potentiel en vue de leur apport dans la quête permanente de la promotion des droits de l'homme au Togo. C'est dans ce sens que la Commission nationale des droits de l'homme a eu cette séance de sensibilisation à l'endroit des élèves professeurs de l'ENES, École normale supérieure d'Atapamé, pour d'abord informer ses futurs enseignants sur la mission et le rôle de la CNDH, ensuite les impliquer pour la promotion des droits de l'homme dans le pays. Nous allons retenir de ce message que la CNDH est une institution de l'État qui œuvre dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans leur ensemble. Et il a été également question du fait que, en tant que jeunes, nous avons un apport assez significatif à apporter dans la préservation et la protection des droits de l'homme. C'est un plus parce qu'en tant qu'élèves enseignants, nous sommes appelés à encadrer des élèves ou des enfants, des adolescents, à qui nous devons aussi également inculquer la connaissance et le savoir, surtout des concepts liés aux droits et aux devoirs de l'homme. Le rôle de la jeunesse dans la promotion et la protection des droits de l'homme est d'une importance capitale pour la CNDH qui s'évertue pour faire de cette question une réalité, celle de parvenir à faire des jeunes de vrais acteurs de promotion des droits de l'homme. L'objectif, c'est d'encourager les jeunes, c'est de développer en eux un potentiel en faveur des droits de l'homme et de développer également leur leadership dans la promotion et la protection des droits de l'homme afin que, étant relève de demain, qu'ils soient les grands promoteurs des droits de l'homme et qu'ils fassent bouger les choses, qu'ils fassent changer leur milieu en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Il s'agit donc de les entretenir sur leur rôle et engagement en faveur de la protection des droits de l'homme, raison pour laquelle la CNDH a partagé avec eux les instruments régionaux et nationaux de protection ainsi que les mécanismes chargés de protéger et de promouvoir les droits de l'homme au Togo. L'association des transporteurs Navi Togo a un nouveau bureau, un bureau qui vise à défendre les intérêts de l'association des consignataires du Togo et puis généralement l'épanouissement des populations. Reportage Patrice Boucan.
Navitogo, une association des sociétés de navigation maritime, membre des organisations patronales du Togo, renouvelle son instance dirigeante après une dizaine d'années d'activité. Une assemblée générale élective pour mieux s'organiser et être davantage des modèles d'entreprise socialement responsables pour l'épanouissement des populations africaines. Aujourd'hui, je remets le maillet et tout le reste, les attributs de président de Navitogo à M. Tengue pour qu'il continue ce que nous avons commencé et de parfaire ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. L'association se porte merveilleusement bien. Il y a eu beaucoup de dossiers avec le port autonome de Lomé, avec la douane, avec les impôts. Il y a beaucoup de choses que nous avons réalisées et nous croyons que ceux qui sont là aujourd'hui feront encore mieux. Par le système de navigation des marchandises sur mer, le commerce maritime s'accroît plus vite que la production. À travers ce circuit maritime, la masse de marchandises transportées en Afrique en 2007 est de 11 milliards de tonnes et 15 milliards de tonnes en 2015. On comprend dès lors que le secteur maritime togolais joue pleinement son rôle dans l'économie mondiale. Le programme quinquennal de notre pays fait la place belle aux métiers maritimes, notamment en son axe 1, qui est de faire du Togo un hub logistique avec une place centrale pour le port autonome de Lomé et ses activités. Et nous qui sommes des acteurs de premier plan sur cette plateforme portuaire, nous comptons relever tous les défis liés à l'attractivité de cette plateforme portuaire, tous les défis liés à la fluidité des échanges et tous les défis liés au rôle même que nous devons jouer en tant qu'entreprise citoyenne sur cette plateforme portuaire. Après l'élection du nouveau bureau, place à la cérémonie de passation de charges et d'attribution qui s'est déroulée dans une ambiance cordiale de partage et qui appelle à plus d'engagement pour un secteur maritime plus compétitif. Pour plus d'équité pour les personnes défavorisées au Togo, plus d'équité pour une meilleure inclusion sociale, le Togo prépare une nouvelle politique nationale de l'action sociale qui prend en compte cette préoccupation de rompre avec le cycle de la pauvreté. Une rencontre de validation s'est tenue à Lomé jeudi dernier autour de cette politique. Nous vous proposons d'en découvrir les grands axes et innovations dans ce dossier de Orotou Saharou et Yata Aratem. L'axe 3 du PND 1822 porte sur le bien-être social, la consolidation du développement social et inclusif. Il trouve un écho favorable et un véritable socle pour sa réalisation dans la politique nationale de l'action sociale. C'est un document de politique réactualisé pour assurer la protection des personnes en situation de vulnérabilité. La politique nationale de l'action sociale est construite autour de 4 axes stratégiques. Le premier axe est consacré au renforcement de l'accès des populations aux services sociaux de base. Le deuxième axe est consacré exclusivement au renforcement de la solidarité nationale. Et le troisième axe consacré également à renforcer la résilience des populations lorsqu'ils sont en face des chocs et des catastrophes. Et le dernier axe qui parle de renforcer la capacité du ministère de l'Action sociale, qui est la structure qui va mettre en œuvre la politique nationale de l'action sociale, bien sûr avec les autres secteurs du gouvernement. C'est des actions qui vont être orientées surtout au niveau des populations vulnérables, des couches qui sont défavorisées, notamment les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants qui sont dans les rues et aussi les enfants qui sont victimes de pauvreté multidimensionnelle. La nécessité de disposer d'un référentiel dans le secteur de l'action sociale s'impose dans un contexte d'intervenants multiples et d'actions multiformes à travers la mise en œuvre des projets. Beaucoup de projets sont déjà déclinés dans cette politique et l'ensemble des projets
ne sont que des déclinaisons de ce que nous trouvons déjà dans le plan national de développement. Donc c'est la partie qui concerne l'inclusion sociale, c'est la partie qui concerne le renforcement du développement social qui incombe maintenant à la politique nationale de l'action sociale. Le gouvernement togolais fait beaucoup d'efforts, beaucoup de choses en matière de réduction de la pauvreté dans notre pays. Ce document que nous sommes en train de valider, l'axe 1, qui est destiné au renforcement de l'accessibilité des personnes vulnérables aux services sociaux de base et à des conditions de vie décentes. À travers ce axe, le gouvernement entend mettre en place un dispositif de protection sociale des personnes âgées vulnérables, mettre en place des systèmes de filets sociaux de sécurité. Et là déjà, vous voyez à travers le projet filets sociaux et services de base que nous sommes en train de mettre en œuvre à travers ANADEB et le ministère de l'Action sociale. Nous sommes en train de faire actuellement un programme de transfert monétaire pour les populations vulnérables. Et actuellement, il y a sur le terrain une équipe multisectorielle qui est en train de dérouler le programme de mise en œuvre d'un registre social unique pour les populations togolaises. Également, nous avons beaucoup de programmes qui regardent les personnes handicapées. Et vous savez que c'est une couche vulnérable également. Et sans compter le renforcement de la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle des enfants basés sur qui sont victimes de privation. La nouvelle politique de l'action sociale accorde une place fondamentale à toutes les couches sociales et particulièrement les enfants, les femmes, les jeunes filles et garçons, les personnes en situation de handicap et celles du troisième âge. Les personnes les plus vulnérables, c'est les enfants. Et dans une dimension du droit multidimensionnel, par exemple, les corrections, disons, appliquées aux enfants, les corrections corporelles appliquées aux enfants quand ils sont en faute. Ce document propose de ne pas aller nécessairement dans ces punitions corporelles. On peut, par action éducative, amener l'enfant sur le bon chemin. Et le plus souvent, les enfants sont privés de certains droits sans qu'on sache réellement qu'ils sont privés. Par exemple, ceux qui ne sont pas à l'école. Par exemple, ceux qui ne vont pas à la maternelle. Tous les enfants ne vont pas à la maternelle. Mais c'est souhaitable qu'ils aillent tous à la maternelle. Ce document-là peut intégrer l'enfant dans tous les parcours. Parce que c'est dans un cadre transversal qu'on a intégré les enfants au document, ce qui n'était pas le cas dans le document précédent. L'adoption de cette politique pertinente, cohérente et réaliste permettra au Togo de disposer d'un plan stratégique budgétisé avec un chronogramme détaillé des actions à mener assorti d'un dispositif de suivi et évaluation. Alors, les grandes orientations de la politique nationale de l'action sociale, c'était donc un dossier de Médina Salamié. Justement, on en parlait tantôt, le registre social unique. C'est un mécanisme conçu pour servir de base de données dans l'identification des ménages vulnérables. Et ce mécanisme a été présenté aux différents acteurs des plateaux. Il s'agissait pour le comité de pilotage du RSU d'informer et de sensibiliser les professionnels des médias et autres acteurs impliqués dans l'élaboration, dans l'exécution de ce mécanisme, donc de les informer sur l'importance de cet outil mis en place par l'État togolais pour bien identifier les ménages et de bien les accompagner dans les différents projets et programmes de développement. Le compte rendu de la rencontre avec Sylvain Aboudou. Le gouvernement veut se doter d'un nouvel outil de planification pour une meilleure identification des ménages visant à les assurer un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques de base et aux filets sociaux. Cet outil, c'est le RSU, le registre social unique. C'est en fait un système d'information à recueillir relativement aux profils et caractéristiques socio-économiques et démographiques des ménages pour constituer une base de données. Cette base de données va désormais permettre à l'État
l'État de reconnaître les ménages qui ont vraiment besoin d'accompagnement en termes par exemple de transferts monétaires, de cantines scolaires, des activités à haute intensité de main-d'œuvre et bien d'autres. Avant, le ciblage de ces ménages se faisait par tirage. L'État veut actuellement mettre fin à ce système pour disposer d'une base de données fiable des ménages vulnérables pour mieux les identifier et mieux les accompagner. Le gouvernement se dit ça suffit. Il vaut mieux faire la situation de la population, connaître tous les ménages avec leurs caractéristiques pour que dès qu'il y a un projet, on clique seulement sur un bouton et ça nous sort au niveau des villages concernés les personnes qui sont indiquées pour l'action. Et donc, vous voyez, ça nous fait gagner en temps et ça nous fait gagner en ressources. Et les ressources dont on disposerait permettraient de satisfaire plus de personnes nécessiteuses. Voilà. Et le RSU vient régler le problème d'identification des personnes vulnérables qui pourraient bénéficier des projets qui seraient initiés par le gouvernement togolais. À cette journée d'information sur le RSU, il s'agit pour le comité provisoire de pilotage de présenter ici le fonctionnement de cet instrument en vue d'un véritable relais auprès des populations à la base destiné à faciliter la collecte des données. Notre ambition, c'est que chacun de vous, chacun des acteurs qui sont informés, aille repliquer, transférer l'information aux autres, puisque à terme, il y aura des équipes qui vont venir dans les cantons, dans les villages, pour faire le ciblage. Si les communautés sont au courant, elles participeront à l'identification, elles vont répondre aux questions des enquêteurs, parce que généralement quand les gens viennent pour telle ou telle activité, surtout quand il s'agit de recueillir des données personnelles des individus, les gens sont un peu frileux, mais quand tout le monde a l'information, quand tout le monde sait que ça va dans l'intérêt même des populations et que cela va permettre à ces populations d'aller vers la résilience, d'aller vers le relèvement et finalement à terme d'avoir le bonheur, la prospérité, je pense que s'il y a cette confiance là qui est établie, les gens pourront donner les informations nécessaires. Pour le gouvernement, ce véritable mécanisme va permettre de disposer d'une méthode de ciblage unique des bénéficiaires qui désormais vont bénéficier des différents projets et programmes de développement local. Et dans l'actualité internationale, les menaces terroristes se font de plus en plus pressantes au Sahel et particulièrement dans la zone dite des 3 frontières, Niger, Mali et Burkina Faso. Après la mort des 13 soldats français récemment, le Niger a perdu également cette semaine 71 militaires dans une attaque terroriste. Quelles sont les forces en présence dans le Sahel? Pourquoi malgré tout la situation semble compliquée et que chacun semblerait jouer pour un intérêt? Augustin Kossi pour des éléments de réponse. Qui sont-ils, ces individus qui défient à longueur de journée les armées nationales, les forces multidimensionnelles de l'ONU, la force Barkhane au Sahel? Alors que la France n'a pas encore essuyé ses larmes suite à la tuerie de 13 soldats, le Niger paie le lourd tribut. Les militaires fauchaient les armes à la main lors d'une attaque contre une base militaire à la frontière avec Mali. L'attaque la plus meurtrière jamais enregistrée dans cette zone des 3 frontières. La multiplication des attaques dans cette zone depuis 6 mois est un signe que les groupes terroristes ont pris le dessus des forces organisées en présence. Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'État islamique, Boko Haram ou encore les groupes extrémistes et djihadistes. La liste est exhaustive. Ce qui est certain, le terrorisme au Sahel sème désolation et sape le développement socio-économique des États. Au moment où la bataille que mènent les forces en présence s'enlisent, la mise en place d'une coalition franco-européenne est envisagée. Combattre ensemble avec les autres Européens le terrorisme en Afrique, cela ne viendrait-il pas à augmenter les effectifs des armées étrangères sur le sol africain? L'Afrique est-elle en passe de devenir un nouvel enjeu militaire à l'heure où le sentiment anti-français progresse et la question du maintien de la force Barkhane au Sahel se pose? Sur le continent africain, les États-Unis et la France possèdent des dispositifs militaires les plus élaborés et structurés. En 2014, Serval a été remplacé par la force Barkhane composée de 4500 soldats. Son périmètre d'action s'est étendu au-delà du Mali, couvrant l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. Sa mission, mener des opérations contre le terrorisme et le crime organisé dans la région. Quant aux États-Unis, des dizaines de bases militaires se sont disséminées à travers l'ensemble du continent.
Sites secondaires et sites permanents plus modestes, elles sont organisées autour de 3 théâtres d'opérations antidjihadistes, la Corne de l'Afrique, la Libye et le Sahel. Face à la montée en puissance de l'insécurité et des menaces, des puissances émergentes se sont installées. La Chine, la Russie, l'Inde et la Turquie notamment. De nouvelles puissances qui pourraient devenir des concurrents gênants, la Russie étant dans le viseur des États-Unis. Sur le théâtre sécuritaire africain, une nouvelle compétition stratégique s'annonce, surtout avec la mise en place prochaine de la Task Force Takuba, des forces spéciales issues d'une dizaine de pays européens en appui aux armées nationales dans le Sahel. Une lutte contre le terrorisme qui pourrait aussi rimer avec la défense des intérêts commerciaux et économiques. Le président français Emmanuel Macron reporte s'inédier le sommet avec les 5 présidents du G5 Sahel pour clarifier chacun leur position sur la présence des forces étrangères au Sahel. De retour au Togo, dans le Grand Tone, c'est plutôt la fête dans les savanes. On a célébré Tingbampab, la fête traditionnelle, ce samedi-là. Une fête de moisson pour dire merci aux mânes des ancêtres pour leur protection et surtout pour l'abondance des récoltes de l'année. Après la ville de Mandouri, dans la préfecture de Kmenjal l'année dernière, la fête tournante s'est déroulée cette année à Saint-Cassé, chef-lieu de la préfecture de Saint-Cassé. Les fils et filles du Grand Tone se sont donc retrouvés et nous vous proposons le film de l'apothéose de Tingbampab 2019 dans ce reportage de Gérard Lagouzou. Le Grand Tone, peuple Moba, gourmand, Mossi et Peul, dans la fièvre de la fête traditionnelle Tingbampab. Un retour à la source chaque 2e samedi du mois de décembre pour exprimer la gratitude aux mânes des ancêtres et aux divinités pour leurs actions qui ont abouti à une bonne récolte. Nos ancêtres continuent de vivre comme c'est avec eux que tout se passe bien. À la fin de chaque récolte, il est normal qu'on leur donne premièrement ce qui sort de la terre. C'est eux qui doivent manger avant que nous commencions par manger. Donc à la fin de chaque récolte, nous sommes obligés de donner les premières récoltes aux ancêtres. Et cela se fait lors d'une fête, Tingbampab, donc offrande aux ancêtres. Et c'est après cela que nous pouvons maintenant disposer des céréales comme nous voulons pour nos besoins. Cette année, le choix est porté sur la ville de Saint-Cassé, chef-lieu de la préfecture de Saint-Cassé, pour abriter l'édition 2019 de Tingbampab. Ici, l'heure est aux danses traditionnelles de démonstration de valeurs et de savoir-faire pour revisiter le passé historique et implorer la grâce et la bénédiction divine sur les défis qui se posent. Rappelle beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui, on a vu, il y a plusieurs sortes de danses traditionnelles que nos enfants n'ont jamais vues. C'est l'occasion pour nous de dire un sincère merci aussi à notre président, le chef de l'État, parce que c'est grâce à lui qu'il y a la paix, la tranquillité dans Saint-Cassé. Le 22 février 2020 prochain, nous irons aux élections présidentielles. Nous avons profité donc de l'occasion pour demander à nos Tingbana, c'est-à-dire les génies du Grand Tone, de baliser le terrain pour que ces élections se passent dans la quiétude, dans la sérénité et dans la paix absolue. Les valeurs de paix, de cohésion sociale et de solidarité véhiculées à travers Tingbampab ont séduit des communautés venues des pays voisins. Au-delà de la mobilisation des cadres du Grand Tone et de la diaspora, des délégations sont venues du Ghana et du Burkina Faso pour vivre la particularité de cette fête. C'est ma toute première fois de participer à cette fête Tingbampab. Ce qui m'a beaucoup marqué par rapport à
cette fête, c'est la tradition. On essaie de valoriser, de donner un plus à la culture, et toutes les ethnies se sont réunies pour cette fête, et donc c'est rien qu'un waouh. Moi je suis très content, je suis un artiste musicien, je fais de la tradition moderne, donc c'est sûr et certain que c'est des choses qui vont m'inspirer à l'avenir. Et vraiment je suis très content que la paix règne au Togo. Félicitations à tous ceux-là qui mettent les petits plats dans les grands pour que la paix règne et pour que la cohésion sociale demeure toujours. Tingba Pab est célébré sous le signe du ferment de la solidarité et de la cohésion entre les filles et les fils du Grand Tone. Le chef de l'État, Fort Issozinanya Singbe, s'est fait représenter par le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. Kosivi Egbetonyon a invité le Grand Tone à faire de cette richesse culturelle un outil de développement. S'il est une terre d'agriculture, le Grand Tone est aussi une terre de culture. Agriculture et culture sont toutes deux d'importants vecteurs de développement. C'est pourquoi je vous prie de recevoir les chaleureuses félicitations du gouvernement pour la très belle et bonne initiative de l'institution de Tipampa, cadre d'action en vue de votre mieux-être qui s'inscrit si harmonieusement dans la vision du président de la République de faire de notre pays une nation émergente à l'horizon 2030. En effet, dans sa quête permanente du mieux-être de nous tous, le chef de l'État a initié le plan national de développement avec pour ambition de faire du Togo une nation économiquement, socialement et démocratiquement solide et stable, solidaire et ouverte sur le monde. Pour la mise en œuvre du PND, il nous faudra des ressources financières et des ressources humaines. C'est pour cela que je voudrais vous appeler à la pleine et totale adhésion au PND. Mais sont tout aussi nécessaires que les deux premières, trois autres ressources, immatérielles celles-là, mais ô combien inestimables. Il s'agit de la sécurité, de la paix et de l'union. Paix et sécurité sont des préalables absolument nécessaires à tout développement. J'allais dire qu'elles constituent le bouillon de culture du développement. L'élection de la reine Tingba Pab 2019 est prévue le 21 décembre prochain. Les prix offerts par Miss Togo 2019 aux lauréates ont été remis au comité d'organisation. Les stands d'exposition ont été visités pour apprécier et encourager les éleveurs et les agriculteurs du Grand Tone. L'ONG International Youth Fellowship a signé samedi un accord avec le gouvernement togolais, je vous le disais en titre. L'accord vise à accompagner l'éducation de masse de la jeunesse. AYF a ainsi déroulé dans les écoles pilotes une formation sur le changement de mentalité et la signature de l'accord s'est opérée en marge du Christian Leaders Fellowship, un forum pour rapprocher davantage les leaders chrétiens de Dieu. Nous vous en parlerons dans nos prochaines éditions. La littérature togolaise s'enrichit d'un nouvel ouvrage, Histoire des institutions politiques et du droit constitutionnel togolais. Cet essai, paru aux éditions Graines de pensée, est consacré à l'étude des institutions juridiques et du droit constitutionnel togolais, comme son titre le dit. Deux auteurs, le professeur Paluki Massina et Ogma Wensa Iagla de Vénéré Mémoire, signent donc le document. Augustin Kossi était présent vendredi à la cérémonie de dédicace. Voici son reportage. L'exercice pour lequel l'Institut Confucius prête son auditorium retrace l'histoire du Togo. La présentation d'un ouvrage, un essai de 120 pages, Histoire des institutions politiques et du droit constitutionnel togolais. Le co-auteur Paluki Massina part du protectorat allemand et passe en revue toutes les institutions politiques expérimentées par le Togo, de même que son évolution constitutionnelle. Il faut qu'on sache comment on est né en tant que pays qui s'appelle le Togo, qui nous a gouverné
depuis que nous sommes nés, comment nous sommes arrivés à être indépendants, avec quelles institutions, et depuis l'indépendance, comment nous nous gouvernons nous-mêmes, avec quelles institutions et quel état d'esprit. Paru aux éditions Graines de Pensée, ce essai, mieux, ce manuel, jette un regard sans complaisance sur les institutions et la vie politique du Togo moderne. Pour ceux qui l'ont lu, c'est une référence. Mais comment gouverner le Togo sur la base des valeurs partagées qui fondent le vivre ensemble? Les critiques font apparaître une histoire constitutionnelle très mouvementée. L'axe abordé est à la fois historique et juridique. La question que nous sommes posées, faut-il des institutions comme celles que nous avons aujourd'hui, ou bien faut-il repenser la Constitution pour qu'elle soit adaptée à notre société? Il est temps que les sciences juridiques se mettent ensemble avec l'histoire, avec la psychologie, avec la sociologie, pour repenser le test fondamental et que ce test fondamental soit une émanation de l'organisation sociale de notre société. Il manquait dans le fonds documentaire togolais un ouvrage de ce genre, un ouvrage qui retrace en fait l'historique de toutes nos institutions depuis l'époque coloniale à nos jours, en passant par la création des partis politiques en 1946, tous les remous qu'il y a eu jusqu'ici et les raisons pour lesquelles ces différentes institutions et constitutions ont achoppé. Pour nous, il est fondamental, et pour les étudiants et pour tout Togolais qui veut contribuer à l'émergence d'un Togo, comme on l'a dit, fort, un Togo debout, un Togo émergent. Les premières bases de cet essai ont été jetées dans les années 90 par feu docteur Oguma Wensa Yagla. Ces premières lignes vont être reprises par Paluki Massina, docteur d'État en droit public, l'intellectuel discret. Auteur des publications scientifiques, il a à son actif aujourd'hui 2 ouvrages. Que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous serez servi par Ekwe Salam. Passez une très belle soirée et une très belle semaine en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.